Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des L'odeur m'a galères. frappé avant même que je voie la voiture. Dans un garage humide, quelque part entre un champ et une nationale, on a soulevé une bâche grise qui collait presque à la carrosserie comme une peau froide. Dessous, une Peugeot 205. Pas une vieille auto. Non, la silhouette, compacte, nerveuse, prête à bondir même à l'arrêt. Et puis j'ai vu l'intérieur, sur la banquette arrière, un vieux sac plastique s'était ouvert tout seul. Dedans, un sandwich oublié depuis des années. La mie s'était transformée en poussière verte. Le jambon en une chose noire, luisante, presque vivante. Des moucherons dormaient dans la moisissure comme dans un matelas. Le volant collait aux doigts. Une odeur de métal mouillé, de tabac froid et de champignons te prenait à la gorge. J'ai reculé d'un pas, écœuré. Et c'est là que le propriétaire a lâché, comme une confession. Je ne la vends pas, même morte, parce que cette voiture a sauvé ma vie. Et elle a sauvé Peugeot. Tu es au bon endroit. Tu voulais une histoire de Peugeot 205, 1983-1998. Comment elle est née? Pourquoi elle s'est vendue comme un raz de marée? Comment elle s'est usée sur les routes françaises? Et surtout pourquoi elle est devenue culte? Mais reste jusqu'au bout, parce que ce que tu crois être une simple citadine est en réalité un animal qui a mordu l'industrie, et qui a failli mourir avant même de naître. Au tout début des années 80, la France n'a pas le cœur aux jouets. On sort à peine d'une décennie qui a changé l'odeur du monde. L'essence coûte cher, la confiance coûte encore plus cher, et les familles regardent leur budget comme on regarde une jauge qui descend trop vite. Sur les parkings, les grosses berlines font soudain vieux jeu, les gens veulent des voitures plus petites, plus sobres, plus faciles à garer, mais pas tristes. Ils veulent quelque chose qui ne te ruine pas, sans te punir. Et pendant que la rue change, Peugeot vacille. Peugeot, c'est l'image sérieuse, la solidité bourgeoise, la respectabilité un peu raide, une marque qui sait faire des voitures bien, mais qui n'a pas encore trouvé le ton de la nouvelle époque. Et surtout, le groupe PSA porte un fardeau, un poids industriel et politique, un mélange de rachats et de marques empilées comme des cartons dans un couloir trop étroit. Le nom Talbot traîne là, comme une étiquette mal recollée. Dans les usines, on entend des mots qui font peur. Perte, doublons, gamme vieillissante, confusion. À l'intérieur du groupe, on sent une urgence froide. Il faut une voiture qui vende, massivement. Une voiture qui soit un réflexe, un achat logique, un choix du cœur. Tout à la fois, ce n'est pas une question de prestige. C'est une question de survie. Imagine une table de cuisine, une feuille, un stylo. Et cette phrase, pas écrite, mais présente dans toutes les têtes. Si on rate la prochaine petite voiture, on tombe. Parce que le marché de la petite voiture, en France, ce n'est pas un marché, c'est un champ de bataille. La Renault 5 a déjà planté son drapeau dans l'imaginaire collectif. Pratique, maligne, populaire, les citadines deviennent des symboles, elles racontent qui tu es. Jeune permis, mère de famille, ouvrier, étudiant, commercial. Elle raconte si tu peux partir en week-end, si tu peux aller bosser sans trembler devant la pompe à essence, si tu peux te faufiler dans la ville sans te battre avec chaque créneau. Peugeot a une petite voiture, oui, mais il lui manque la flèche, il lui manque le coup de foudre. Et là, une idée s'impose. Il faut une auto qui fasse deux choses à la fois, sans le dire. Être une citadine rationnelle, économique, fiable, être désirable, presque insolente, jeune, vive. C'est un paradoxe? On demande à une voiture d'être un outil et une émotion, un briquet et une étincelle. Le problème, c'est que Peugeot, historiquement, sait faire l'outil, pas toujours l'étincelle. Alors à l'intérieur, quelque chose se fissure, une forme d'orgueil ancien. On commence à accepter l'idée qu'il faut casser un style, casser une habitude, casser une façon de penser. Et quand une entreprise commence à se dire « il faut que je change »,
c'est qu'elle a déjà vu le bord du vide. Le besoin de la 205 n'est exactement là, sur le bord du vide. Sauf qu'un besoin ne suffit pas. Il faut un mythe. Et un mythe commence souvent par une peur. Tu veux un détail qui glace un peu? À cette époque, une mauvaise voiture ne se contente pas de mal se vendre. Elle entraîne des usines, des familles, des villes. Le destin d'un modèle peut décider si des milliers de gens auront encore un salaire à la fin du mois. Donc la petite voiture à venir n'est pas un projet produit. C'est un pari national à échelle humaine. Et c'est là que la tension monte. Parce que le défi n'est pas seulement de faire une bonne voiture. Le défi est de faire la voiture qui va parler aux Français, comme si elle avait toujours été là. On commence alors à observer le pays comme un terrain d'enquête. Regarde la France du début des années 80. Les routes secondaires, les départementales, les villages, les banlieues qui gonflent, les trajets domicile-travail, les places de parking serrées, les trottoirs hauts, les ronds-points qui se multiplient, les hivers humides, les étés poussiéreux, les voitures qui vivent dehors, les familles qui chargent un coffre avec des sacs de courses, une poussette, un carton de lait et parfois un chien. La future voiture doit être petite mais habitable, économe mais pas molle, simple mais pas cheap, et surtout, elle doit donner confiance sans ennuyer. Parce qu'une voiture populaire, ce n'est pas une voiture qu'on aime sur le papier, c'est une voiture qu'on aime dans la main, dans le quotidien, dans les petites humiliations de la vie, la pluie, la boue, l'embrayage fatigué, le démarrage froid, le stationnement ridicule, la porte qui claque. La voiture qui réussit est celle qui te fait oublier qu'elle est une voiture. Et voilà le twist. La 205 est pensée non pas comme un simple remplacement, mais comme une réécriture. Peugeot comprend qu'il ne suffit plus de produire une petite Peugeot. Il faut produire une voiture qui change l'image de Peugeot. Il faut que les jeunes se disent « Peugeot, c'est aussi pour moi ». C'est une idée dangereuse pour une marque installée, parce que ça veut dire risquer de déplaire à ceux qui l'aiment déjà. Tu vois le piège? Si tu fais trop moderne, tu perds les fidèles. Si tu fais trop classique, tu rates la jeunesse. Il faut être au milieu, mais pas tiède. Il faut être équilibré, mais pas neutre. Il faut être une promesse. Et au milieu de cette équation impossible, il y a une obsession. La masse. Peugeot n'a pas besoin d'un coup d'éclat. Peugeot a besoin d'un raz-de-marée. On parle d'un modèle qui devra s'écouler par millions, qui devra exister partout, en 3 portes, en 5 portes, en diesel, en essence, en version sage pour le quotidien, en version qui feront rêver les gamins, en version utilitaire, en version chic, comme si on voulait couvrir toutes les vies possibles avec un seul nom, 205. Le nom lui-même a quelque chose de presque clinique, presque froid. 3 chiffres, comme une référence, et pourtant, c'est précisément ça qui lui donne une force. C'est un code, un mot de passe. Facile à retenir, facile à dire, facile à coller sur une malle arrière. 2 syllabes, comme un coup sec. Peugeot veut aussi une voiture qui se sente française, sans être provinciale. Une voiture qui puisse rivaliser avec la modernité européenne qui arrive. Les petites voitures deviennent un standard international. Un concours permanent de packaging, de tenue de route, d'image, de qualité perçue. Et là, un autre twist se prépare. Peugeot ne va pas seulement viser la meilleure petite voiture de France, Peugeot va viser une voiture qui mettra tout le monde d'accord sur un point. Une petite voiture peut être adulte, tu entends? Pas mignonne, pas sympa, pas correcte. Adulte, dans l'esprit des ingénieurs et des décideurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire un comportement routier sérieux, une stabilité qui rassure, une direction qui ne fait pas peur, une suspension capable d'avaler des routes imparfaites, une voiture qui ne se disloque pas au bout de 3 ans, parce qu'une petite voiture, dans la vraie vie, n'est pas un jouet, c'est une bête de somme. Elle fait le boulot, elle porte des gens, elle porte des rêves, elle porte des kilomètres. Et plus la voiture est petite, plus elle doit être intelligente, parce que chaque centimètre compte. Chaque kilo compte. Chaque détail devient une promesse ou une trahison. Le besoin de la 205, c'est donc une liste d'exigences qui se contredisent, mais aussi une émotion collective. La France veut une petite voiture qui ne s'excuse pas d'exister. Et pendant que le besoin devient clair, l'angoisse augmente.
Parce que l'industrie automobile n'est pas un conte de fées. Les projets coûtent cher, prennent du temps, et au moment où tu les lances, le monde peut déjà avoir changé. Peugeot doit deviner l'avenir. Deviner ce que les gens voudront en 1983, 1984, 1985, alors qu'eux-mêmes ne le savent pas encore. C'est là que la 205 commence à devenir culte avant même d'être produite. Elle est conçue comme une réponse à une époque qui a faim d'un symbole. Le symbole d'un quotidien plus léger, plus agile, plus moderne. Mais la symbolique n'est rien si la voiture échoue. Et dans l'ombre, une question rôde, sale, tenace, comme l'odeur du garage au début de cette histoire. Et si elle se vendait mal? Parce que si elle se vend mal, ce n'est pas juste une voiture ratée, c'est un groupe qui s'étouffe, des usines qui saignent, des gens qui perdent. La 205 n'a donc pas le droit d'être moyenne. Elle doit être un succès total. Un succès qui se voit dans la rue, sur les parkings, au feu rouge. Un succès qui donne à Peugeot une nouvelle peau. Et c'est exactement à cet instant que l'histoire bascule. L'idée est là. L'urgence est là. Le pays est prêt. Il ne manque plus qu'une chose. La création. Et c'est là que les vrais risques commencent. Parce qu'entre on a besoin d'une voiture et on a créé une légende, il y a une zone dangereuse, celle où l'on fait des choix irréversibles. Et ces choix vont surprendre plus d'une personne. La naissance d'une légende ne commence pas avec une voiture brillante, sous des projecteurs. Elle commence dans des pièces trop blanches, à l'odeur de plastique chaud et de café rassis, avec des hommes et des femmes qui parlent, bas, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Là, au milieu de planches à dessin, de maquettes en mousse et de chiffres griffonnés sur des feuilles froissées, la 205 n'est encore qu'un secret et un pari qui tremble. On lui donne un nom de dossier, un code presque inhumain, comme si on voulait éviter de s'attacher, comme si, en la traitant comme une équation, on pouvait se protéger de la peur. Mais à chaque réunion, la même obsession revient, froide et simple. Il faut qu'elle soit légère, pas plutôt légère, pas ça ira. Légère comme une promesse. Parce que le poids, c'est l'ennemi qui ne dort jamais. Il tue la consommation, il tue les performances, il tue le plaisir, il tue la fiabilité à long terme. Et dans une petite voiture, chaque kilo en trop est une insulte. Alors on traque les grammes. On discute d'une épaisseur de tôle comme si c'était une question de vie ou de mort. On se bat sur un renfort, un support, une charnière. On veut un habitacle accueillant sans faire gonfler la carcasse. On veut un coffre utile sans transformer l'auto en cube. On veut une silhouette qui respire le mouvement, même garée. Et là, dès les premiers croquis, un danger apparaît. Faire moderne est facile. Faire intemporel est rare. Le dessin dans une voiture populaire est une arme. Il doit séduire tout de suite et ne pas vieillir trop vite. Il doit être audacieux, mais pas bizarre. Il doit être net, mais pas froid. Et surtout, il doit avoir ce petit quelque chose qui fait qu'un gamin la reconnaît de loin et qu'un adulte se dit « C'est sérieux ?» Dans les studios, on fait et on défait des lignes. On gomme, on recommence. On coupe la maquette en mousse comme on sculpte une bête. On recule de 3 mètres pour voir si elle tient. On s'approche pour vérifier si elle parle. La 205 doit être compacte, mais pas étriquée. Elle doit avoir de l'épaule, mais pas de la lourdeur. Une face qui inspire confiance, une poupe qui ne semble pas triste. Et puis, il y a la question qu'on n'ose pas formuler trop vite. Comment faire une petite Peugeot qui n'ait pas l'air d'une petite voiture? La réponse commence par des proportions. On veut un capot court, mais pas écrasé. Un pare-brise bien incliné pour la modernité. Une ligne de caisse qui donne l'impression qu'elle file. Et surtout, ces volumes si délicats. Assez de hauteur pour que les gens ne se cognent pas la tête. Assez de finesse pour qu'elle reste élégante. La 205 doit avoir l'air simple et évidente, alors qu'en dessous, c'est un puzzle. Car le vrai champ de mine, c'est l'intérieur. Là, on ne parle plus de beauté, mais d'architecture. On parle de genoux, de coudes, de valises, de sacs de course, de poussettes. On parle de la main qui cherche la commande sans quitter la route des yeux. On parle d'un tableau de bord qui ne doit pas coûter une fortune, mais qui ne doit pas te donner l'impression d'être puni. Et dans ces années-là, le plastique n'a pas encore appris à être premium. Il sonne creux, il brille trop, il grince si on se trompe.
Donc, l'équipe doit faire une chose presque magique. Donner une impression de qualité avec des moyens de voiture populaires. Ça veut dire des textures, des assemblages, des arrondis là où il faut, du rigoureux là où ça compte. Ça veut dire aussi accepter une vérité que beaucoup de marques refusent. Les gens pardonnent la simplicité. Mais ils ne pardonnent pas le mépris. Une 205 peut être sobre. Elle ne peut pas être insultante. Alors on teste, on claque des portes, on serre des vis, on secoue des prototypes comme des boîtes. On imagine des années de trottoir, des années de routes mal réparées. On imagine des hivers où le plastique devient dur comme du verre. On imagine des étés où l'habitacle se transforme en four, chaque bruit parasite devient un futur client perdu. Et pendant que les designers se battent avec les lignes, les ingénieurs se battent avec une autre obsession, la tenue de route. Parce que Peugeot a une réputation à défendre. Les gens attendent de la stabilité, du sérieux, ce ressenti qui fait qu'on se sent en sécurité même quand on ne sait pas expliquer pourquoi. Et dans une petite voiture, la tenue de route peut basculer dans le ridicule ou le dangereux si on se rate. On cherche donc un équilibre presque français. Confort sur les routes imparfaites, mais agilité en ville. Et pour y arriver, il faut une suspension qui travaille, qui encaisse, qui ne punisse pas. À l'arrière, l'idée d'une architecture compacte, efficace, capable de dégager de la place pour le coffre tout en gardant de la précision, devient centrale. Ce n'est pas seulement un choix technique, c'est une condition pour que la voiture soit à la fois pratique et agréable. Et puis, il y a le moteur. Là, la tension devient presque émotionnelle. Parce que la 205 doit exister en plusieurs personnalités, comme si elle devait parler à plusieurs Frances en même temps. La France de l'étudiant, la France de l'artisan, la France de la jeune mère, la France du représentant, la France de celui qui compte chaque franc à la station-service, et la France de celui qui veut, malgré tout, sentir son cœur battre au volant. Ça veut dire une gamme, ça veut dire essence et diesel, ça veut dire des mécaniques modestes, mais aussi un potentiel d'évolution, et voici un twist que peu de gens imaginent au moment où ils voient une 205 de base. Dès la conception, l'équipe doit penser à la version de rêve. Même si elle n'est pas encore annoncée, même si elle n'est pas encore autorisée officiellement, parce que si on conçoit une coque incapable d'encaisser plus, si on oublie un renfort, si on choisit une architecture trop fragile, on se condamne à rester banal. La 205 n'a pas le droit de rester banale. Donc on pense à l'avenir tout en fabriquant le présent. On doit prévoir des variantes, des niveaux de puissance, des boîtes, des refroidissements, des freins, des trains roulants, et tout ça sans exploser les coûts. C'est là que les réunions deviennent des scènes de théâtre. D'un côté, ceux qui disent « on doit couper, simplifier, réduire ». De l'autre, ceux qui disent « si on coupe trop, on tue l'âme ». Et au milieu, une question sordide, presque vulgaire. Combien ça coûte, l'âme? On tranche, on arbitre. On perd parfois des idées brillantes parce qu'elles coûtent trop cher. On garde parfois des solutions moins élégantes parce qu'elles sont industrialisables. Une voiture populaire n'est pas un rêve pur. C'est un compromis qui doit ressembler à une évidence. Mais ce compromis doit tenir dans le réel, pas seulement dans un bureau. Alors viennent les prototypes. Et là, l'histoire devient physique. Les premières voitures d'essai ne sont pas jolies. Ce sont des bêtes déguisées, camouflées, avec des pièces provisoires, des ajustements imparfaits. Elles roulent la nuit ou tôt le matin pour éviter les regards. Elles portent parfois des éléments d'autres modèles pour tromper les curieux. Mais malgré les masques, on reconnaît l'essentiel. Le gabarit, l'attitude, la façon dont l'auto se pose sur la route. On les envoie dans le froid, dans la chaleur, dans la pluie. On les maltraite sur des pavés. On les lance sur des routes bosselées. On les fait tourner jusqu'à l'épuisement, comme si on cherchait le point de rupture avec une cruauté méthodique. Parce que la vérité, c'est que la fiabilité ne se proclame pas. Elle se gagne à coups de panne. Et il y a des pannes. Évidemment qu'il y en a. Il y a ces moments humiliants où un prototype s'arrête au bord d'une route, capot ouvert, vapeur qui s'échappe comme un soupir de défaite. Des ingénieurs qui n'osent pas croiser le regard des autres, des mains noircies, un silence lourd. Et puis la phrase qu'on déteste entendre, « On a un problème ». Chaque problème coûte du temps. Et le temps, dans ce projet, est une corde qui se tend. Les essais révèlent des détails auxquels personne ne pense sur un dessin.
un angle de pédale qui fatigue la cheville, un montant qui gêne la visibilité, une commande qui tombe mal sous la main, une insonorisation qui laisse entrer un hurlement d'air à 110 km/h, une vibration à un régime précis qui rend fou, et le pire, c'est que ces petites choses, accumulées, deviennent une expérience. Elles peuvent faire qu'on aime une voiture, ou que on la déteste sans savoir pourquoi. Alors on revient au studio, on modifie, on repart, on recommence. C'est un cycle, un martèlement, un accouchement long, parfois violent, et pendant ce temps, l'industrialisation avance comme une autre bataille, plus silencieuse encore, parce qu'une voiture ne naît pas quand on a un prototype qui roule. Elle naît quand on peut la fabriquer par centaines, par milliers, avec une qualité constante, à un coût acceptable, sans que la chaîne ne se transforme en chaos. Il faut donc penser à l'assemblage, dès le départ. Où passe un faisceau? Comment on monte un tableau de bord sans y laisser des doigts et sans ajouter 10 minutes de main-d'œuvre? Comment on peint sans créer des défauts? Comment on garantit des jeux de carrosserie corrects? Comment on contrôle? Et il y a des scènes qu'on ne montre jamais dans les publicités. Les premières pré-séries, avec des voitures qui sortent, qu'on inspecte presque comme des corps, on cherche les défauts, on mesure, on note, on corrige. L'air sent la peinture, l'huile, l'électricité, et parfois une panique qu'on n'avoue pas. Parce que la 205, à ce stade, n'est pas belle ou moche, elle est un verdict en préparation. Et c'est ici que le récit bascule vers quelque chose de plus sombre. L'équipe sait que le public ne pardonnera pas. Une petite voiture, c'est intime. Les gens la touchent tous les jours, ils s'y attachent, ils la maudissent, ils la prêtent, ils y mangent, ils y pleurent, ils y font l'amour parfois. Ils y transportent leurs enfants, elle devient un morceau de vie. Donc si elle trahit, c'est personnel. Peugeot ne peut pas livrer une voiture qui donne l'impression d'être fragile. Alors on serre la vis. On veut des portes qui ferment bien, une direction précise, une boîte qui ne grince pas, un freinage rassurant, un comportement qui ne surprend pas. Et surtout, ce mélange difficile à expliquer. La sensation que la voiture est posée, saine, bien née. Et pourtant, au cœur de tout ça, on glisse un poison délicieux. La possibilité d'une 205 qui fait battre le sang. Dans les discussions, on commence à entendre des mots qui font briller les yeux, même chez les plus sérieux. Sport, image, victoire. On imagine déjà une version plus nerveuse, plus agressive, qui ferait parler. On comprend que le succès populaire peut être amplifié par un halo de désir. On veut que la 205 soit partout, y compris dans les rêves. C'est un pari risqué. Une voiture populaire, si elle se veut sportive, peut devenir caricaturale, ou devenir mythique. Et c'est là que Peugeot prépare un coup qui ressemble à un mensonge, mais qui sera une vérité éclatante. Faire croire que la 205 est sage, tout en construisant un châssis capable de sourire quand on la pousse. Parce que le vrai plaisir, ce n'est pas seulement la puissance, c'est l'équilibre, le naturel, la façon dont la voiture répond, la confiance qu'elle donne. Et ça se décide dès la conception, les derniers mois avant la sortie, la tension devient presque électrique. On sait qu'on tient quelque chose, on le sent. Dans la manière dont la voiture se place en virage, dans la façon dont elle absorbe une bosse sans se désunir, dans ce mélange rare, elle semble à la fois simple et juste. Mais l'équipe a aussi peur d'un détail ridicule, d'une petite erreur qui ferait dérailler tout le projet. Parfois c'est une pièce qui arrive en retard, parfois c'est un fournisseur, parfois c'est une tolérance qui n'est pas stable, parfois c'est une décision de dernière minute qui fait hurler les ingénieurs, et au-dessus de tout, cette menace muette, le lancement est une falaise. Quand la voiture arrive dans les concessions, elle n'appartient plus aux designers, ni aux ingénieurs, ni aux décideurs. Elle appartient au regard des gens, et le regard des gens est brutal. La 205, dans ses dernières semaines de gestation, devient presque une créature qu'on protège. On ferme les portes des ateliers, on contrôle les accès, on surveille les photos volées, on évite les fuites, comme si le mythe pouvait être cassé avant même le premier jour. Et puis vient le moment où l'on ne peut plus reculer. On lance. Les premières voitures sortent avec leurs couleurs, leurs badges, leurs finitions. Et soudain, cette silhouette qu'on a vue 1000 fois en maquette se retrouve sous le soleil réel, sur le bitume réel,
avec des reflets qui bougent. C'est à ce moment-là que certains comprennent, avec une claque intérieure, elle a une présence, pas une présence prétentieuse, une présence évidente. Elle semble à sa place. Elle ne ressemble pas à une petite voiture en attendant mieux, elle ressemble à une voiture qu'on choisit, et pourtant, un dernier twist attend, tapis comme une bête derrière une porte. Même une voiture bien née peut être ignorée, si le marché ne la comprend pas. Même un excellent produit peut mourir si l'histoire ne prend pas. La 205 est prête mécaniquement, prête industriellement, prête esthétiquement, mais elle n'est pas encore une légende. La légende, elle, commence quand les premiers acheteurs mettent la clé, tournent et se demandent « Alors, est-ce que tu vas tenir tes promesses ?» Et c'est là qu'on entre dans la rue, dans les concessions, dans les conversations, dans le jugement populaire, là où tout peut exploser ou s'effondrer. Le premier choc, ce n'est pas la publicité, ce n'est pas une affiche, ce n'est pas un slogan. Le premier choc, c'est ce moment banal, presque invisible. Un client qui s'assoit dans la voiture d'exposition, referme la porte et reste silencieux une seconde de trop. Il touche le volant, regarde le tableau de bord, sent la hauteur des vitres, mesure l'espace sans y penser. Et là, dans sa tête, quelque chose se forme. Un verdict instinctif. Elle a l'air sérieuse. Ce sérieuse est une bombe. Parce qu'une petite voiture sérieuse, au début des années 80, c'est exactement ce que tout le monde veut, sans oser le demander. On veut une citadine qu'on ne traite pas comme une punition. On veut pouvoir rouler loin, sans avoir l'impression de partir au front. On veut une voiture qui ne tremble pas, dès que la vitesse dépasse le chiffre psychologique sur l'autoroute. Et quand les premières 205 arrivent dans la rue, elles font quelque chose d'étrange. Elles ne crient pas, elles ne se déguisent pas. Elles se glissent dans le paysage, comme si elles avaient toujours existé. C'est peut-être ça, le signe des objets appelés à devenir cultes. Ils ont l'air de revenir d'un futur où ils sont déjà indispensables. Dans les concessions, on voit des scènes simples qui racontent tout. Un père qui dit « On va regarder la petite Peugeot ». Une mère qui demande « Le coffre, ça passe la poussette ?» Un jeune qui essaie la position de conduite et sourit malgré lui. Un artisan qui regarde le diesel comme on regarde un outil qui pourrait enfin faire le boulot sans te ruiner. La 205, dès les premiers mois, prend une place très française, celle de la voiture qui n'a pas besoin de se justifier. Mais le marché, lui, n'est jamais un tribunal calme. Il est capricieux, méchant parfois, et l'accueil n'est pas seulement une question de vente, c'est une question de réputation. Dans les cafés, dans les parkings de supermarchés, dans les ateliers de campagne, la rumeur décide plus vite que les chiffres, et la rumeur, au départ, dit quelque chose de dangereux pour les concurrents. Elle tient bien la route. Ça paraît banal. En réalité, c'est une sentence, parce que tenir bien la route, dans la bouche d'un Français, ce n'est pas une information technique, c'est une approbation morale. Ça veut dire « je me sens en sécurité », ça veut dire « je peux la confier à ma femme, à mon fils, à ma fille, sans imaginer le pire ». Ça veut dire « cette voiture ne me trahira pas au premier virage mouillé ». La 205 commence donc à se vendre, et surtout à se multiplier. Un phénomène presque organique. Tu te souviens de ce moment où une mode prend, mais tu ne sais plus qui l'a lancée? Un jour tu en vois une, puis 3, puis 10, puis tu ne peux plus traverser une rue sans en croiser une. Et soudain tu réalises que la ville a changé. C'est exactement ce qui arrive. La 205 devient une présence, elle apparaît sur les routes départementales. Le matin, feu jaune un peu pâle, avec cette silhouette qui semble toujours en mouvement. Elle apparaît sur les parkings d'entreprises, alignée avec d'autres, comme une armée de petits corps compacts. Elle apparaît dans les villages, devant les boulangeries, avec une baguette posée sur la plage arrière. Elle apparaît dans les mains de ceux qui ne veulent pas de problème, et dans les mains de ceux qui veulent du plaisir. Car très vite, la gamme se déploie comme une série de personnages. Il y a la 205 simple, presque humble, celle qui démarre tous les matins, même quand le froid mord. Celle qui accepte les trajets courts, les démarrages répétés, les trottoirs, celle qui vit dehors, sous la pluie, et qui finit par sentir le tissu humide et la poussière. Il y a la 205 diesel, celle qui devient une légende à elle seule chez les rouleurs. Économique, infatigable, capable d'aligner les kilomètres comme un comptable aligne les chiffres. Elle attire les taxis,
les commerciaux, les gens qui vivent sur la route. Elle devient cette voiture qu'on respecte même si on ne l'aime pas, parce qu'elle te fait gagner de l'argent. Il y a la 205 plus chic, avec ses finitions qui font croire à une catégorie supérieure, et puis il y a la tentation. La tentation arrive sous forme de lettres. GTI, 3 lettres qui, en France, déclenchent une réaction presque physique. Comme un parfum, comme une gifle. La 205 GTI n'est pas juste une version plus puissante, c'est un changement de ton. Une 205 qui te regarde autrement, une 205 qui dit « Tu peux être raisonnable, mais tu n'es pas obligé d'être sage ». Et quand la GTI apparaît, quelque chose se produit. La 205 n'est plus seulement une voiture qui se vend, elle devient une voiture dont on parle. Parce que la GTI transforme l'objet quotidien en objet de désir. Elle fait rêver ceux qui n'ont pas les moyens, elle fait craquer ceux qui prétendaient être raisonnables. Elle crée une hiérarchie invisible. La 205 de base est un outil. La GTI est une promesse, une projection de soi, et là, un twist sombre se glisse dans l'histoire. Plus la voiture devient désirable, plus elle devient vulnérable. Vulnérable à quoi? À l'excès, à la bêtise, à l'ego. Dans les années où la GTI règne, on voit apparaître ces scènes nocturnes que tout le monde connaît et que personne ne raconte avec fierté. Des accélérations inutiles au feu rouge, des pneus qui crissent, des virages pris trop vite, des démonstrations ridicules devant une terrasse. La 205 GTI devient une arme de séduction, et comme toute arme de séduction, elle attire les comportements stupides. C'est là qu'une part d'odieux vient se coller à la légende. La voiture est brillante, mais elle peut devenir le costume parfait pour les imbéciles. Et pourtant, ce côté repoussoir fait partie du mythe. Parce qu'un objet vraiment culte n'est pas seulement aimé, il est aussi jalousé, critiqué, caricaturé, il provoque. La 205 provoque, elle provoque les concurrents, qui voient leurs clients partir. Elle provoque les jeunes, qui rêvent d'une GTI comme d'un premier amour. Elle provoque les parents, qui ont peur, mais comprennent. Elle provoque même les voleurs. Oui, un autre chapitre, moins glamour, mais réel. Quand une voiture devient omniprésente et désirée, elle devient une cible. On commence à entendre des histoires de 205 qu'on fait disparaître en quelques secondes, de serrures forcées, de volants arrachés. La 205 devient tellement populaire qu'elle attire la face sombre de la popularité. Le marché parallèle, les pièces qui circulent, les garages douteux, et pendant que la rue se remplit de 205, Peugeot comprend une chose fondamentale. La voiture n'est pas seulement un produit. C'est une culture. La 205 devient un décor de la vie française. Elle apparaît dans les films, dans les clips, dans les souvenirs. On la voit chargée jusqu'au toit pour partir en vacances. Valises, sacs, glacières, tout empilé comme un château fragile. On la voit sur les routes vers la mer. Fenêtres ouvertes, odeur de crème solaire et de plastique chauffé. On la voit en ville. Pare-choc marqué par les batailles du stationnement. Petites cicatrices de trottoir. Peinture un peu terne. On la voit dans les campagnes, pleine de boue, indifférente, comme un animal qui ne craint pas la saleté. Et ça, c'est le vrai test d'une voiture, ce qu'elle devient quand elle n'est plus neuve. La 205 vieillit, et c'est là qu'elle gagne sa réputation de bonne bagnole. Parce qu'elle encaisse, parce qu'elle continue, parce qu'elle pardonne. Les gens apprennent ses bruits. Un petit grincement de plastique ici, un souffle d'air là, une vibration qui dit que tel cil en bloc fatigue. Ils apprennent à la réparer, à la bricoler. Elle devient la voiture de ceux qui savent faire. Une auto qu'on peut maintenir en vie avec une clé de 13, un peu de patience, et un voisin qui s'y connaît. Il y a une poésie dans ça. Une voiture culte, c'est souvent une voiture qui se prête à la main humaine, qui ne te repousse pas avec de l'électronique incompréhensible, qui te laisse une chance. Et malgré cette robustesse, la 205 n'est pas immortelle. Elle s'use, elle rouille parfois. Elle se fatigue, elle se tord dans des accidents, et c'est là qu'on comprend son rôle. Elle était là pour vivre, pas pour être un bibelot. Tu veux une image très concrète, presque violente? Un matin d'hiver, dans une casse automobile, on voit une 205 posée sur des jantes tordues, vitres brisées, habitacle gelé. La carrosserie est cabossée comme un visage après une bagarre. Pourtant, même là, même morte, elle garde sa silhouette. Elle reste reconnaissable, presque fière.
Et autour, des gens arrachent des pièces, un phare, une poignée, un siège, comme si la voiture, même dépecée, continuait à faire vivre d'autres 205. C'est ça, aussi, une icône. Elle devient un écosystème. Mais la célébrité de la 205 ne s'explique pas seulement par la rue. Il y a un autre théâtre, plus bruyant, plus cruel, plus spectaculaire. La compétition. Parce que pendant que la 205 remplit les parkings, Peugeot prépare un coup de théâtre qui va donner à toute la gamme un halo de puissance et de folie. La version la plus extrême, celle qui n'a presque rien à voir avec la citadine du quotidien, surgit comme un animal mutant, un monstre de rallye, une 205 qui n'est plus une voiture mais une déclaration. Et là, le public fait le lien, même inconsciemment. Si Peugeot peut construire une machine de guerre pour dominer en sport automobile, alors la petite 205 de Monsieur Tout-le-Monde, elle aussi, porte quelque chose de cette race. C'est irrationnel, mais c'est humain. On aime croire qu'on conduit un morceau de légende. La 205 devient donc célèbre sur deux plans à la fois. Dans la main de la France quotidienne et dans l'imaginaire de la France qui veut briller. Et plus elle devient célèbre, plus elle change de statut. Elle n'est plus seulement une Peugeot, elle devient un repère social. Tu entends des phrases qui résument tout. J'ai eu 3 205 dans ma vie. C'était ma première voiture. On partait en vacances avec, on était 5. La mienne avait 250 000 kilomètres. Et elle roulait encore. La GTI, c'était autre chose. Et là, sans qu'on s'en rende compte, la 205 franchit la frontière ultime. Elle devient mémoire. Mais ce n'est pas fini. Parce que le vrai twist d'une légende, ce n'est pas seulement son succès, c'est ce qu'elle laisse derrière elle, ce qu'elle impose aux autres, ce qu'elle change dans l'industrie, et la 205 a changé plus de choses qu'on l'imagine. Elle a prouvé qu'une petite voiture pouvait être un best-seller sans être ennuyeuse. Elle a prouvé que le plaisir de conduite n'était pas réservé aux grosses cylindrées. Elle a prouvé qu'une gamme complète pouvait être construite sur une même base, du plus raisonnable au plus délirant, sans perdre la cohérence. Elle a aussi donné à Peugeot une nouvelle peau, un nouveau visage, et c'est justement ce visage-là, ce visage qui va influencer tout ce qui vient après, qu'on va explorer dans la suite. L'héritage, les choix techniques et culturels, et la manière dont la 205 a laissé une trace dans l'automobile française. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a un moment, des années après la dernière 205 sortie de chaîne, où tu comprends que certaines voitures ne finissent jamais. Tu le comprends quand tu roules derrière une 205 fatiguée, un matin gris, et que tu vois la buée sur sa lunette arrière, les essuies, glacés qui battent comme un métronome usé, et cette façon qu'elle a de rester droite, digne, même quand la peinture s'éternit. Tu le comprends quand tu croises une GTI immaculée, garée comme une bête rare, et qu'un type de 50 ans la regarde avec la même expression qu'un adolescent devant une vitrine fermée. Tu le comprends surtout quand tu entends cette phrase, encore et encore, dans des bouches qui ne se connaissent pas. La 205, c'était autre chose. L'héritage commence là, dans une comparaison impossible, dans l'idée que quelque chose a été juste au point de rendre le reste un peu suspect. Parce que la 205 n'a pas seulement été un succès commercial, elle a été un coup de scalpel dans le corps de l'industrie française. Elle a prouvé qu'une voiture populaire pouvait être à la fois rationnelle et désirable, polyvalente et attachante, robuste et vivante. Et quand une voiture prouve ça, elle ne change pas seulement sa marque, elle change les règles du jeu. D'abord, elle a imposé une évidence. La petite voiture est un centre de gravité, pas un produit d'entrée de gamme qu'on néglige. Avant elle, beaucoup de constructeurs considéraient encore la citadine comme une étape, un premier prix, un truc qu'on achète en attendant mieux. La 205 a montré qu'on pouvait construire un empire sur un format compact, à condition d'y mettre de l'intelligence et du cœur. Et ça a eu un effet en cascade. Les équipes de design et d'ingénierie ont dû prendre au sérieux ce segment, les budgets, les innovations, les arbitrages, tout a changé. La citadine n'était plus un plan B, elle devenait une vitrine. Ensuite, la 205 a apporté une leçon cruelle sur ce qu'on appelle l'équilibre. On parle souvent de puissance, de vitesse, de chiffres, mais la 205 a rendu populaire une autre forme de vérité,
Une voiture peut être excitante, sans être énorme. Le plaisir de conduite pouvait tenir dans un gabarit qui se gare entre deux potelets. Cette idée a nourri, comme un carburant culturel, toute une génération de petites sportives. On a commencé à attendre d'une compacte qu'elle soit agile, communicative, presque insolente, même si elle servait à aller chercher du lait. Et là, on touche au mythe le plus paradoxal. La 205 a démocratisé une forme de sportivité, tout en restant, pour la majorité, une voiture de tous les jours. C'est exactement cette dualité qui la rend culte. Elle n'a pas vécu dans un musée. Elle a vécu dans la boue, dans la pluie, dans la routine. Elle a senti les sièges mouillés, le tabac froid, la poussière de route. Elle a transporté des gens qui ne se prenaient pas pour des pilotes. Et pourtant, elle portait, sous sa peau simple, une logique de châssis qui donnait le sourire. C'est une révolution silencieuse. Une voiture qui apprend au grand public qu'une tenue de route saine n'est pas un luxe, mais un droit. Puis, il y a l'héritage industriel, celui qu'on ne voit pas sur une photo. La 205 a été un symbole de stratégie. Comment faire une voiture capable de se décliner en une multitude de versions sans perdre son identité? Une base commune, des variantes, des usages, des clientèles différentes, et une cohérence. Ce modèle mental, construire une famille complète autour d'une architecture, a nourri la manière dont beaucoup de constructeurs ont pensé leur gamme ensuite. Ce n'était plus juste une voiture. C'était une plateforme d'histoire. L'économie, la famille, la ville, la route, le plaisir, parfois même la compétition. Mais l'héritage le plus violent, le plus spectaculaire, c'est celui qui a transformé la 205 en créature à deux visages. D'un côté, la 205 du quotidien, l'auto normale, celle que tu vois devant les écoles, dans les zones artisanales, sur les routes du dimanche. De l'autre, la 205 devenue monstre, la version de course, la version radicale, l'ombre musclée du modèle civil. Et c'est là qu'on doit être honnête. Une part du mythe de la 205 est née d'un contraste presque obscène, parce que la compétition, surtout à cette époque, avait un goût de danger brut, de mécanique agressive, de vitesse qui n'a pas encore appris à s'excuser. Dans l'imaginaire collectif, ça créait une connexion primitive. Si la marque gagne, si la marque ose, alors la voiture de monsieur, tout le monde récupère, par contamination, une aura de puissance. C'est irrationnel, mais c'est puissant. Ce mécanisme a donné à Peugeot une image nouvelle, plus jeune, plus nerveuse, plus ambitieuse. La 205 n'a pas seulement vendu des voitures, elle a vendu une attitude. Et ça, c'est un héritage qui dépasse le produit. Elle a changé la façon dont on prononçait Peugeot. Avant, Peugeot pouvait sonner comme sérieux, solide, un peu strict. Après, il y avait un sourire dans le mot, un clin d'œil. Comme si, derrière le lion, on avait découvert des griffes. Un autre héritage, plus sournois, c'est celui du diesel dans l'imaginaire populaire. La 205 a participé à l'idée qu'une petite voiture pouvait être une machine à avaler des kilomètres sans vider le portefeuille. Elle a renforcé une culture de l'endurance, du « ça tourne », du « ça consomme rien », du « tu peux partir loin ». Et dans un pays où beaucoup de gens vivent loin de leur travail, où la route fait partie de la vie, cette promesse a eu un impact social. La voiture n'était pas seulement un objet, elle devenait une solution. Et pourtant, tout héritage a une face sombre, un prix. Plus la 205 devenait iconique, plus elle attirait des caricatures. Elle est devenue, pour certains, le symbole du petit voyou en GTI, des courses idiotes, de l'ego mal placé. Elle a été adorée et détestée, parfois au même moment. Et c'est précisément ça qui la rend vivante. Une icône tiède n'est pas une icône. Une icône divise. Même aujourd'hui, tu peux déclencher une dispute à une table en disant simplement « La 205, c'est la meilleure ». Tu verras quelqu'un répondre « non » par réflexe, comme si tu l'avais provoqué. Et puis, au bout de quelques minutes, la discussion basculera toujours sur la même chose. La sensation, le feeling, la manière dont elle se conduisait, la manière dont elle existait, et là, vient la question la plus importante. Qu'est-ce qu'elle a laissé aux voitures qui sont venues après? Elle a laissé une exigence, un standard invisible. Elle a laissé l'idée qu'une compacte doit être bien posée sur la route, qu'elle doit être lisible
qu'elle doit donner confiance, elle a laissé une idée de proportion, de sobriété efficace, de design qui ne surjoue pas. Elle a laissé une certaine façon française de faire une voiture, pas forcément la plus puissante, pas forcément la plus extravagante, mais souvent la plus juste. Et elle a laissé une nostalgie très particulière, celle de l'époque où une voiture te parlait sans écran, parce que c'est un héritage culturel aussi. La 205 appartient à un monde où le conducteur sentait la route dans ses mains, où les bruits avaient une signification, où l'on connaissait la voiture comme on connaît une bicyclette. Aujourd'hui, beaucoup de voitures sont meilleures sur le papier, plus sûres, plus efficaces, plus propres, plus rapides, mais elles sont parfois plus lisses, plus muettes. Elles font tout bien, mais elles racontent moins. La 205, elle, raconte. Elle raconte le premier permis, le premier salaire, le premier long trajet, le premier départ en vacances sans parents. Elle raconte la clé qui accroche un peu, le starter qu'on gère au feeling sur certaines versions anciennes, le siège conducteur affaissé, la moquette qui garde l'odeur des années. Elle raconte les cassettes, les autoradios bricolées, les haut-parleurs qui saturent. Elle raconte une époque où la voiture était un objet plus simple, donc plus intime. Tu veux un détail qui serre le ventre? Beaucoup de 205 ont été tuées, sans cérémonie. Elles ont fini dans des programmes de mise à la casse, écrasées comme des canettes. Alors qu'elles roulaient encore, des voitures parfaitement utilisables, envoyées à la presse hydraulique parce qu'on les jugeait trop vieilles, et c'est là que naît une autre tension, moderne celle-là. Le regret. On s'est débarrassé de millions de morceaux de mémoire, et maintenant, on les recherche. Aujourd'hui, la 205 vit une deuxième vie, presque cannibale et romantique à la fois. Cannibale, parce qu'on a longtemps maintenu certaines envies en sacrifiant d'autres. Romantique, parce que les survivantes deviennent des reliques. On restaure, on remonte, on chasse la pièce d'origine comme on chasse un trésor. On débat sur une teinte de gris, sur un tissu de siège, sur un autocollant. On veut l'authenticité, comme si on pouvait remonter le temps avec une clé à cliquet. Et là, le twist final de l'héritage, la 205, qui était une voiture populaire, devient pour certains une voiture de collection. C'est presque obscène, si on y pense. Une voiture conçue pour être partout finit par devenir rare dans son état d'origine. On a vu des exemplaires ordinaires disparaître, rouillés, usés, épuisés, et on a vu les versions les plus désirables se transformer en objets de culte, protégés, bichonnés, parfois enfermés comme des animaux précieux. Mais même cette collection ne capture pas l'essence du mythe. Le mythe, c'est la rue, la vraie vie. La 205 qui démarre dans le froid. La 205 qui se faufile. La 205 qui transporte une armoire trop grande, avec le haillon à moitié fermé, ficelle tendue, et un conducteur qui prie pour ne pas freiner trop fort. La 205 qui fait le trajet de trop, encore une fois, parce qu'on verra plus tard pour la remplacer. C'est la voiture qui a permis à une génération d'être mobile. Et c'est là que tu comprends pourquoi elle est culte en France. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personnalité. Elle a été l'auto qui a réconcilié le peuple et le plaisir, l'économie et le désir, la ville et la route. Elle a été une voiture de transition entre deux époques. Une époque où l'on voulait surtout que ça marche, et une époque où l'on allait commencer à demander, en plus, « Est-ce que ça me ressemble ?» La 205 a répondu « Oui » à trop de vies différentes pour être oubliée. Et puis, il y a ce dernier détail, presque intime, qui fait la différence entre une voiture connue et une voiture culte. La 205 ne se contente pas d'être rappelée, elle est racontée. Les gens ne disent pas « J'ai possédé une 205 ». Ils disent « Ma 205 ». Ma 205, comme une personne, comme un animal, comme une amie pénible mais fidèle. Ils se souviennent du jour où elle a refusé de démarrer et du jour où elle les a ramenés quand même. Ils se souviennent de l'odeur, de la couleur, du bruit du clignotant. Ils se souviennent d'un trajet précis, d'une dispute, d'un baiser, d'un fou rire. Ils se souviennent d'elle comme on se souvient d'une période de sa vie. Et c'est ça, le vrai héritage. La 205 a quitté le monde des produits pour entrer dans le monde des souvenirs. Alors oui, elle a apporté des choses à l'industrie. Une stratégie de gamme, une image,
un standard de tenue de route, une preuve qu'une citadine peut être une star. Mais plus profondément, elle a apporté quelque chose à la France. Un objet commun, un repère, un symbole d'une mobilité accessible, qui ne renonçait pas à la joie. Et si tu reviens à la scène du début, cette 205 sous la bâche, l'odeur de moisissure, le sandwich devenu noir, le volant collant, tu comprends mieux la phrase du propriétaire. Je ne la vends pas, même morte. Parce qu'il ne parle pas seulement d'une voiture, il parle d'un morceau de lui-même, d'un morceau de pays. D'un temps où une petite voiture pouvait porter des vies entières, sans faire de bruit, sans se vanter, puis finir par devenir, malgré elle, une légende.